matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 67e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est en compagnie du campeur. Oui. Pierre Gaston Gay. Comment ça va, Pierre? Pas très bien, je suis en vacances. Ben, je suis en vacances. On fait le podcast pareil, là. Je suis pas vacances 100% où je décroche. Mais le podcast, est-ce que c'est vraiment un travail? Est-ce que c'est vraiment si compliqué? Ben non, on fait ça pour le fun, on fait ça parce qu'on est des passionnés de lutte et parce qu'on aime ça. Vous transmettre de l'information. Fait que oui, une rigueur de travail aussi intense que les lutteurs. Ouais. 365 jours par année, non-stop. Tout le temps. Nous autres, c'est un podcast ou deux par jour tout le temps. Puis entre ça, on va s'entraîner dans des gyms de podcast. On est fou raide. Non, ça, je suis au Nouveau-Brunswick. J'ai le setup. Il n'y a pas de grande différence avec le setup que j'ai chez nous. Puis le mur blanc qui est dans le sous-sol chez ma mère. Là, mais ça, je suis au Nouveau-Brunswick. Fait que si jamais il y a un délai dans le son, c'est normal. On est un heure plus tard dans les Maritimes. Fait que, ouais, j'étais en vacances, là, et j'ai commencé mes vacances hier soir. Donc, là, on enregistre, on est dimanche. Donc, samedi, le 20, j'avais un spectacle dans un camping au Nouveau-Brunswick, dans le coin, chez nous. Donc, c'était le dernier spectacle qu'on avait à faire, moi et ma copine. On faisait chacun 30 minutes de blagues. Ça a super bien été. C'était très, très plaisant. Pour un show de camping, là, pour les gens qui sont peut-être pas initiés au stand-up, initiés à l'humour, les shows de camping, habituellement, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus plaisant, ce qu'il y a de plus le fun, parce que souvent c'est des shows extérieurs, fait que les rires de la foule se perdent un peu au travers de tout ça. Et c'était le fun, c'était un beau setup. Les gens étaient contents. T'étais à l'extérieur? Oui, c'est un show à l'extérieur, exactement, mais okay. le stage... T'avais une scène, un micro... C'est une belle grosse scène là, où il y a des bands habituellement, fait que c'est super bien organisé. Et je suis dans mon patelin, je suis chez nous, donc trois quarts du monde qui était dans la foule me connaissait ou connaît la famille, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, fait que c'était super le fun. J'ai improvisé un dernier 10 minutes à la fin où je faisais juste parler de la région puis parler des gens et tout ça, fait que c'était très, très plaisant, fait que ça commence bien. Les vacances commençaient sur une belle note, puis j'ai pas souvent l'occasion de faire plus long sur scène. Souvent, on fait des 8, des 10, des 12 minutes, des 15 minutes de temps en temps, mais de faire une demi-heure, 35, 40 minutes, puis pas être de coincé dans le temps non plus, de pouvoir s'amuser, pouvoir faire... Si j'avais voulu faire 1 heure, j'aurais pu faire 1 heure, donc c'était très le fun, mais il s'en est tard, donc on a coupé ça plus court. Pas court, mais on a coupé ça dans le temps qu'il fallait. Fait que, merci aux gens qui étaient là. Je pense pas qu'il y a personne qui écoute le podcast qui est au chaud, là, mais on sait jamais m'amener. Fait que c'était très plaisant, ça commence bien les vacances. Toi, Maxime, t'es en vacances ou non? Écoute, moi, il me reste une semaine de travail, à moins que bébé, parce que là, chaque épisode, c'est rendu ça. Quand bébé va arriver, toujours pas arrivé. Donc, ma dernière semaine avec mon travail de jour avant mon début de mon congé de paternité. Donc, est-ce que ce sera cette semaine l'arrivée de bébé? On sait pas. Donc, on se prépare tranquillement pas vite. C'est la chambre, la base est là, la chambre est là. Vous êtes prêts à l'accueillir là, quand même. Là. Exact. Ben, oui, mais il reste des boîtes. T'sais. Fait que là, toutes les journées, dès que j'ai un petit peu de temps et d'énergie, je vais faire des boîtes, faire des choses. Ouais. Fait que on a beaucoup de choses, entre autres. Fait que on essaie de placer ça comme on peut, puis que tout soit terminé quand bébé va arriver. Ouais. Sinon, ça ressemble à ça pas mal. Fait que j'essaie de tout terminer à mon travail à la fondation avant de quitter pour le congé. Sinon, si jamais ça vous tente d'aller écouter un autre podcast et de nous voir dans un autre style, et j'ai le podcast Jaser pour Jaser que j'ai participé avec nos amis Adrien Lessard ainsi que Claudia Lopez. Donc, on va faire une petite recherche sur YouTube. Vous allez trouver ce podcast-là. C'est un peu plus humoristique. Fait qu'on prend des sujets, on improvise un peu, puis on se dit connaisseur de ce nouveau sujet qu'on vient d'apprendre. Donc, dans mon épisode, on a parlé entre autres d'insectes. Et j'ai également réussi à plugger le fait que j'ai trippé sur les concours d'habileté de danse de chiens. Fait que je suis jasé de ça. Fait que ça vous tente de me voir dans d'autres contextes. Je pense que ça dure à peu près 30 minutes, 30-40 minutes le podcast. C'est cool, okay. C'est un peu plus de blagues. Fait que on s'entend faire des blagues sur des insectes, mais c'est là que ça se passe. Fait que le podcast Jaser pour Jaser. Sinon, ben vous, de votre côté, vous avez également fait différents commentaires. Fait que d'abord, on a Johnny Play qui... parce qu'on a posté déjà un premier vidéo de Slammiversary, parce que ça va être notre spécial Slammiversary de la TNA.
review du pay-per-view. Et on a posté la fin du spectacle quand on tombe un peu dans le dark, quand on est... quand la caméra est fermée, là, tout le monde revient sur le ring, il vient nous dire bye-bye. Fait qu'on a posté ça, voir ce qui s'est passé. Et dans cette vidéo-là, on a Johnny Play 911 qui nous dit qu'il était là, première rangée, à côté des deux gars qui étaient déguisés en Joe Hendry. On t'a vu à la télé, je te confirme. Assurément. Le focus n'était pas sur toi, il était surtout sur les deux gars déguisés en Joe Hendry, mais on t'a vu à la télé, inquiète-toi pas. Yes, fait que il dit qu'il avait vraiment aimé ça, Christy de bon show, puis j'espère qu'on a apprécié le spectacle. Mais effectivement, tu vas le savoir là live si on l'a apprécié, parce qu'on va faire un review détaillé comme on fait à tous les pay-per-views. Fait qu'un gros merci, Johnny Play. Puis on a également eu un commentaire là, sur le fait, là, fait que là, on vous le répète ici si jamais vous êtes des nouvelles personnes qui commencent à nous suivre. On poste les podcasts les lundis et les jeudis. Fait que si vous voulez le nouveau contenu, c'est les lundis et les jeudis. Pour le reste de la semaine, ben, on reposte en fait les segments de chroniques. Parce que ça permet à l'algorithme d'être plus spécifique sur qu'est-ce qu'on cherche, tout ça. Puis en même temps, on se grossit une librairie d'archivage pour que, il s'est passé quoi à ce Raw-là? Ben là, on a juste à écrire ça, puis on a les informations sur ce Raw-là. Voilà. Et ce match-là, ça me tente de le revoir. Parce que maintenant, on va arriver à la fin de l'année, il va falloir qu'il y ait des matchs de l'année. Fait que, si jamais les gens cherchent des opinions sur certains matchs, ben, on va pouvoir les trouver plus facilement que pris dans le gros format du podcast. Donc, c'est pour ça qu'on reposte les différentes chroniques de manière séparée. Puis aussi, ben, c'est pas tout le monde qui écoute le gros show au complet, le gros podcast au complet. Fait que, si jamais là, il y en a qui ça gosse, tout ça, ben, si je trouve qu'il y a trop de notifications, faites juste les enlever. Restez abonné, mais enlevez les notifications. Puis sinon, ben, vous pouvez continuer à être abonné. Puis revoir des choses des fois, parce que des fois, on veut pas partager tout le podcast au complet, mais ce segment-là a trouvé le fun, fait qu'on fait un petit partage à nos amis, hey, check-les, écoute-les, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont pensé de telle affaire. Fait que, petite mise au point, parce qu'on a eu un commentaire sur ça, fait que gros merci. Très pertinent. Mais on vous l'explique de cette manière-là. Et là, ben, avant de rentrer dans le vif du sujet du pay-per-view en tant que tel, on va commencer avec la première chronique. Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à qui le fait mieux? Je me suis inspiré du Québécois Pierre-Carl Ouellette et j'ai été avec qui le fait mieux? La gimmick du mort-vivant. Qui le fait mieux entre l'Undertaker, PCO et Broken Matt Hardy? Je suis au courant, Broken Matt Hardy, c'est pas exactement ça la gimmick. Ça reste qu'il joue un peu avec un peu tout le côté dark, le côté lugubre de la vie, la mort et l'après-vie, tout ce côté-là. Donc j'ai inclus Broken Matt Hardy. Donc d'après toi, Maxime, qui le fait mieux, la gimmick du mort-vivant? The Undertaker, PCO ou Broken Matt Hardy? D'après toi, qui le fait mieux? Écoute, c'est certain que PCO a quand même fait une twist le fun à cette gimmick-là, qui est également un peu fité avec le fait de son retour à sa carrière, justement. C'est un peu It's Alive, sa carrière de nouveau, lorsqu'il a amené cette gimmick-là. Fait que bravo à PCO de l'avoir amené à un nouveau niveau. Puis l'effet et tout de électrocuté, là, je trouve qu'il est ça. Bon, là, il ressuscite à chaque show, à chaque pay-per-view, puis moi j'aime vraiment ça, là. Ouais, mais j'ai pas le choix d'y aller avec The Undertaker, l'original, le OG des gimmicks de mort-vivant, qui a poussé ça très loin, puis qui a même, avec sa gimmick, créé des types de matchs en particulier. Donc, le gasket match, le Buried Alive match, fait que tous des matchs qui ont tourné autour de cette gimmick-là, et que Taker, c'est pas nécessairement Taker lui-même qui a créé, mais qui ça a été créé autour de ce personnage-là. Fait que j'ai pas le choix d'y aller avec le Undertaker, qui vient de la Death Valley, et qui ressuscite tout le temps. Ah oui. Ben, toi, je vais y aller avec PCO parce que j'ai moins connu. J'ai connu Undertaker, là, on s'entend, là, mais je n'étais pas collé à mon écran de lutte dans ce temps-là. Donc, de ma connaissance de lutte actuelle et de ce que je suis, de ce que je connais, je suis plus attaché au personnage de PCO, de French Canadian Frankenstein. Fait que je vais y aller pour moi avec PCO. Je trouve justement qu'il met une twist, le fun, nouvelle. Undertaker, c'était clair. C'était un mort-vivant et il est revenu et il est là. PCO revient toujours, lui, à la vie. Il est pas tuable, ce tabarnak-là. Fait que littéralement, l'homme, Pierre-Carl Ouellette, n'est pas tuable non plus. Fait que ça fit super bien avec la gimmick de... Puis, Broken Matt Hardy, la run qu'il y a eu à TNA, que j'ai réécouté il y a pas si longtemps, tout ce personnage-là, avec son frère aussi,
C'était plus flyé un peu, mais ça fonctionnait très très bien. Ça a été super super fort. Genre de run qui a quand même duré quelques mois où c'était au pic, là, un genre de 6 mois où il était vraiment vraiment très impliqué dans la gimmick et tout ça. Fait que j'ai bien aimé. Ça, c'est un peu moins bien transféré vers la WWE. Ils ont essayé de faire quelque chose avec ça, avec les Eater of World et tout ça. Mais ça reste que pour moi, à mes yeux, PCO, qui fait la gimmick du mort-vivant, c'est lui qui le fait mieux. Laissez-nous savoir, vous, d'après vous, qui le fait mieux. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un qui fait cette gimmick-là ou quelqu'un que je ne connais pas? Est-ce que Abaddon, pour vous, le fait mieux, la gimmick du mort-vivant? Donc, laissez-nous savoir. Peut-être Bray Wyatt également, avec The Fiend. C'est un peu ça. Papa Shango. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, mais est-ce que ça compte-tu? Est-ce qu'il fait vraiment mieux? Est-ce qu'il y a une chance? Je pense pas qu'il fait mieux, mais bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui trippe sur Papa Shango. Kane également. Fait que, bref, dites-nous qu'est-ce que vous préférez, vous, de votre côté. Et par la suite, on enchaîne avec notre épisode sur le spectacle de Slammiversary qui avait lieu à Montréal, qui était le pay-per-view, le 20e anniversaire de Slammiversary quand même. Et moi, j'étais là live pour voir, parce que j'habite pas loin de Montréal. Fait que je vous dis, gars, je vais aller me déplacer pour venir analyser tout ça. Puis en même temps, c'est le fun parce que en 2024, j'ai pu voir les 3 principaux produits, on s'entend. La New Japan n'est pas venu faire un spectacle à Montréal. Mais mettons en Amérique, les 3 principaux produits, donc la All Elite Wrestling, la WWE ainsi que la TNA, sont venus dans le dernier 9 mois à Montréal. Et je vais pouvoir vous comparer un peu les 3 produits. Fait que avant d'aller dans le pay-per-view en tant que tel, c'est quoi le feeling quand on va voir un spectacle live en personne d'un spectacle de la TNA. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé? Donc, tout d'abord, pour les points positifs, je trouvais les prix des billets très abordables. Fait que si on était autour de 35 $ environ, le billet? Et moins que ça, 25 $. Oh, wow, OK. 25 $ plus taxes pour être dans l'admission générale. Je pense qu'il y avait une section que c'était seulement 15 $, là, tu sais. T'étais un petit peu moins bien placé, mais tout de même, tu sais, c'est pas très cher là, pour voir quand même un excellent produit. Faut le dire aussi, c'est dans l'aréna de Verdun, qui est une petite aréna, qui est un aréna de quelque chose comme 2500 places. Là. 4000? Ouais. 4000 pour la lutte. 4000 pour la lutte. Il y a quand même un côté au complet qui est enlevé, comme un fond, fait que... mettons, ok, c'était pas all around. Là. Il y avait non, exact. Okay. Il y avait l'entrée qui brisait un peu de sièges. Fait que, si on enlève les sièges sur le floor, d'après moi, on est capable de les mettre... L'équivalent du... OK. Ouais, l'équivalent dans les estrades. Fait que c'est pas au Centre Bell avec 21 000 personnes qui rentrent. Là, fait que c'est ça. Exactement. Mais, cependant, on n'a pas voulu voir plus gros que ça pense. Parce que, si je compare à la All Elite Wrestling, qui a loué le Centre Bell, mais il y a beaucoup de difficultés à le remplir. Et des fois, c'est ça, il y avait peut-être le même nombre de personnes aux 2 spectacles. Et il y en a un qui c'est au Centre Bell, puis ça fait un peu poète-poète quand on a seulement 4000 personnes au Centre Bell versus 4000 personnes dans un amphithéâtre plein à Verdun. Ça look un peu mieux. Fait que ça, c'est dans les points positifs. Bravo, parce que l'ambiance est plus le fun aussi dans un contexte comme ça. Évidemment, comme l'aréna est un peu plus petite, on voit très bien de n'importe où. Fait que peu importe où on était, là, tu te sens un peu... tu vois de l'excellente lutte à un niveau très près. Là. T'es pas comme dans un WrestleMania, dans un stade de football où tu vois loin. Fait que ça, c'est le fun aussi. Côté marketing également, j'ai trouvé la TNA excellente. On voit, là, c'est là qu'on voit que, oui, il y a plus d'argent à l'All Elite Wrestling à cause de Tony Khan et ses poches profondes. Ouais. Mais il y a moins d'expérience ça veut rien dire. Comment monter, comment booker et comment vendre un spectacle dans une ville. La TNA était hyper efficace pour ça. Elle a entre autres fait des partenariats avec le Canadien de Montréal. Les mascottes étaient là. Les mascottes ont eu une espèce de petit match avec Jordynne Grace. Et ça, c'est tout le temps un bon point pour faire parler des médias francophones. Également, on s'est servi des lutteurs québécois sur le roster. Donc, beaucoup PCO, beaucoup Mike Bailey, pour faire des entrevues, pour aller dans les médias francophones, pour tenter de vendre le spectacle et montrer à quel point c'est le fun. Et c'est ce qu'il faut faire lorsque tu es une compagnie de lutte qui vient à Montréal. Une grande partie des gens au Québec parlent français. Donc, si tu t'assois seulement sur ton produit anglophone pour le vendre, ben, tu vas manquer ta cible parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas nécessairement écouter ça. Fait que là-dessus, on sent que PCO probablement a eu beaucoup d'effets
là-dessus. Il s'est entouré. Il a travaillé fort, là. Ça faisait un mois là, qu'il était dans tout. Il a accepté des entrevues, des apparences, des podcasts, tout. Là. Dans le dernier mois, vous voulez entendre PCO parler, vous allez trouver à quelque part où il a fait une entrevue. Il a travaillé très, très fort, puis il menait ça sur ses épaules comme un chef. Là. Ça fait 33, quasiment 35 ans qu'il est dans le monde de la lutte. Il a commencé à lutter en 87. Là. Fait que, il sait ce qu'il fait, puis il le fait très bien. Fait que bravo à PCO qui a vraiment... C'est une des raisons pourquoi l'arena était pleine, parce que PCO a fait une très bonne job. Versus, puis je pense que c'est un peu ça que tu vas dire, versus l'All Elite, qu'on n'a pas été capable de capitaliser sur un Evil Uno, sur un Daddy Magic. Qui aurait parce été qu'on en capable. a des lutteurs québécois, puis tu sais, lorsque sont venus à All Elite, Daddy Magic était vraiment over. Et j'ai presque envie de dire à la surprise des gens de la All Elite Wrestling. Ouais. Là, ils s'en ont comme rendu compte le jour même, puis qu'ils ont peut-être un petit peu redressé le tir lorsqu'on était à Québec plus tard dans l'année. Mais tu peux pas penser vendre un spectacle au Québec, à Montréal, sans te prendre un bon appui de la base francophone qui aime la lutte. Et pour ça, il faut que tu bookes ton spectacle en fonction que des lutteurs québécois soient mis de l'avant pour qu'il y ait un certain... que le spotlight soit sur eux, là, dans le fond. Ouais, puis j'ai l'impression que une compagnie comme la All Elite qui va à une place comme Little Rock aux États-Unis, une genre de ville au Colorado, où il n'y a pas vraiment d'indépendante de lutte, où les gens vont remplir une arena. Fine, mais c'est des gens qui vont suivre la WWE et qui ont suivi la WWE toute leur vie. À Montréal, c'est un épicentre de la lutte indépendante. Dans le monde. Fait que les gens à Montréal qui suivent la lutte indépendante ou à Québec avec la NSPW ou à Chicoutimi avec la AEW, c'est des gens qui sont courants des codes et qui sont courants des lutteurs comme Daddy Magic était connu parce qu'on l'a vu dans les Indies pendant toutes ces années-là. Evil Uno, la même chose. Les gens de Montréal, du Québec, connaissent leurs lutteurs, sont au courant de l'historique et connaissent aussi les lutteurs qui ont vu en avant d'eux dans une salle de 200 personnes. Fait qu'il faut prendre ça. Faut être au courant de ça, tu sais. Ouais. Puis on est très chauvin au Québec dans le sens où, peu importe, même s'il est low card, si tu décides que pour ce spectacle-là, t'as un Québécois qui est mis de l'avant, les gens vont l'adorer parce qu'il est Québécois. T'as pas besoin de faire beaucoup plus que ça. Fait que ça suffit juste d'avoir un peu de compréhension du marché pour bien mousser le truc puis bien pousser les choses dans la bonne direction, ce que malheureusement la All Elite Wrestling n'a pas fait. La WWE réussit toujours à le faire, on s'entend, ils ont entre leurs mains deux joyaux du Québec là, avec Sami Zayn et Kevin Owens, puis ça arrive jamais, même un house show au Québec, que les deux ne sont pas mis au centre de toute la promotion, parce qu'ils savent que même s'ils ont les plus grandes stars, si t'as pas un lutteur québécois puis que tu viens faire un spectacle au Québec, les foules ne seront pas aussi remplies que si t'en as un. Même si c'est un low card, mais peu importe. Fait que ça, c'est le bon côté que j'ai trouvé que la TNA a, avec le... Ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait plus de 20 ans que la TNA existe, et ils ont bien compris le marché du Québec, puis ils ont mis toutes les pièces de puzzle, les pièces de casse-tête en place pour que ça donne une salle compte, pour que ça donne un bon spectacle et que la foule soit là. Et un autre exemple de bien comprendre le milieu, eh bien, c'est la marchandise, parce que c'est quelque chose j'ai quand même été pointueux, mais gars. Oui, Believe avec un oui en français. Exactement, les petits trucs du Québec, Joe Hendry. Fait qu'il y avait 2-3 gilets comme ça. Il y avait également un PCO qui était spécialement fait pour ça. Ce que la All Elite n'a pas fait, ce que la WWE évidemment fait toujours lorsqu'elle vient, fait toujours un chandail emblématique. Mais tu vois, la TNA, ils ont moins de moyens, mais réussissent à faire ce genre de petites choses-là que les gens vont faire « Hey, je vais le prendre ce gilet-là. » Mais ça, c'est pas des dépenses de plus pour une compagnie, c'est des revenus de plus pour une compagnie. Exact. T'as déjà des t-shirts qui sont dans la machine, change ton design, paye quelqu'un qui est déjà là dans ta compagnie anyways pour faire des designs. Elle va travailler quand même, elle est sur ton payroll. Donne-lui une tâche de créer des nouveaux designs, elle va le faire. C'est ça sa job. Fait que c'est pas supposé être tout. Encore là, j'ai pas le plan d'affaires la TNA en avant de moi, là, on s'entend, là, mais ça reste que d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue business, ce n'est pas une dépense de plus, c'est un revenu de plus parce que tu vas en vendre beaucoup plus, parce que
il est là, le t-shirt. Si tu le vends pas tout sur place, mets-le sur ton site, tu vas finir par tout le vendre anyways. Fait que c'est ça, je comprends pas. C'est comme si la All Elite veut tellement faire différent de la WWE qu'ils prennent des mauvaises décisions. Ouais. Tandis que la WWE fait 95% bien parce que c'est la plus grosse compagnie au monde. Ben, inspire-toi-en quand même, on s'entend. Là. Fait que tant mieux si la TNA réussit à bien faire. Exactement. Très, très bon move de la TNA. Vous voyez là, des photos, là, la table de marchandises était très bien garnie. Des tailles, beaucoup de tailles différentes, beaucoup de gilets différents. Et les gros noms avaient leur gilet, contrairement mettons, à la All Elite où il n'y avait même pas le chandail du champion. Il y avait plein de choses de base lorsque j'avais été à All Elite à Montréal que j'étais comme, mais voyons donc, ils ont juste 5 gilets un peu genre... générique, exactement. Puis qu'on n'y a pas quelque chose de... ne serait-ce que les gilets des lutteurs qui sont sur la carte. Là. Ça, pour moi, ça faisait juste pas de sens. Donc là-dessus, tu voyais le côté expérience de la TNA, même s'ils sont moins gros, mais il était efficace pour ça. Fait que ça fait le tour un peu des points positifs quand on va visiter. Évidemment, le centre de l'Auditorium de Verdun est un petit peu... Il n'est pas dans le centre-ville, mais il est quand même près d'un métro. Fait que ça, c'est le fun parce que tu peux te rendre en transport en commun, pas besoin de ta voiture. L'entrée en salle, cependant, était un petit peu plus difficile. Donc, tu sentais que c'est pas un endroit qui est habitué d'avoir salle comble et des lignes. C'est une arène de hockey, hein. Fait que au hockey, ça rentre plus tranquille. Fait que, exact, puis c'est ça. Fait qu'il y avait quand même une ligne pas pire longue lorsque j'étais arrivé. Puis il y a beaucoup de gens qui sont également arrivés d'avance. Fait que ça, c'est un petit peu moins bien. Là, également, ça fait partie de l'endroit qu'ils ont choisi, mais ils ne prenaient seulement des cartes de crédit ou des cartes débit pour payer. Fait qu'on ne pouvait pas payer cash. Ce qui est un peu bizarre parce qu'il y avait beaucoup une crowd de indie un peu, puis sur l'indie, c'est un peu plus l'inverse. Tu payes cash tes choses, tes billets. Donc, fait j'ai vu des gens, les 2-3 fois que j'ai été m'acheter des choses, être fâchés un peu, puis faire, ben voyons donc, vous prenez pas de l'argent comptant. Fait que ça, j'ai pas l'impression que ça a rapport avec la TNA, plus que le choix d'endroit. Mais un petit point négatif là-dessus. Les salles de bain, ça et tout, c'est un choix spécial. Ils ont décidé de... Parce qu'il y a 2 endroits à l'intérieur pour aller à la salle de bain, mais un des endroits était du côté où on avait tout le roster de la TNA. Fait qu'on n'avait pas accès à une des 2 salles de bain principales. Ça fait que tout le monde devait aller à un endroit seulement, ce qui créait un un line-up du calice, là. Exact. Fait que ça, c'était un peu moins plaisant pour ça. Et aussi, ben là, ça rapporte avec la TNA. Pas de feu d'artifice, pas de trucs un peu plus grandioses. Ouais, c'est vrai. Donc, petit point négatif, évidemment. Belle entrée, par exemple. J'ai aimé leur setup, le tunnel, la belle grosse écran. Beau setup, ça j'ai trouvé ça beau, par exemple. Ça faisait pro, effectivement. Puis, comment également la salle était faite, j'ai trouvé ça bien garni. Il n'y avait pas d'endroit vide, puis c'était quand même bien fait pour ça. Dans le pre-show, on va y venir, mais il y a eu un dark match avec beaucoup de lutteurs québécois qui étaient dans ce... Un genre de battle royale? Ouais, une bataille royale. Bon, évidemment, vous le savez, c'est pas mon genre de match que j'aime beaucoup. Là. Je trouve ça un peu plate, un match comme ça. Ça a duré genre 5-6 minutes à peu près. Mais ça, c'est le fun parce que ça donne 20 personnes qui sont locaux, qui leur permet d'avoir quand même un stage qui est grand. C'est probablement l'endroit où on luttait devant le plus de personnes. Là. Même si, bon, c'est en entrée puis les gens rentrent en même temps puis pas tout le monde est nécessairement attentif. Mais ça permet que des amis viennent voir. Ça permet que... parce qu'ils ont donné la chance, évidemment, à chacun des lutteurs d'inviter leur famille, d'inviter leurs amis à venir les voir. Et ça, c'est un bon truc de la TNA pour un peu plus remplir la salle. Fait que... là, c'est mon petit œil de sommelier. J'ai l'impression qu'on était pas loin d'être sold out. Et t'as un PCO qui a fait, il vous reste combien de billets à vendre? 300? Parfait. Donnez-moi un truc, puis genre, je vais dire à tout le monde qui va être sur le truc, je vais leur donner 10 billets, puis ça va faire qu'on est sold out à la fin. J'ai l'impression, c'est peut-être ça qui s'est passé, parce que on est tout de suite tombé à sold out rapidement quand il en restait à peu près 300. Et dans la même semaine, ça a été annoncé, ce match-là. Moi, j'étais d'ailleurs assis à côté d'amis, de gens qui étaient dans la bataille royale. Fait que je suppose un petit peu de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des noms dans cette bataille royale-là, des gens indie là, qu'on peut voir, des Zach Patterson, des Benjamin Toll? Est-ce qu'il y a quelques gros noms indie québécois montréalais? Oui, mais je vais aller chercher la liste de noms.
Mais le plus long, c'était Green Phantom, que moi, je connaissais beaucoup de la IW. Oui, absolument. Une légende québécoise de la lutte, bien sûr. Sinon, tu sais, moi, je suis un petit peu moins le circuit indépendant ces temps-ci. Mais il y avait quand même, écoute, je te nomme les noms, là. Ben, Zach Patterson était là, cool. Max Lemire. Oui. Dans les noms que je connais. Carl Leduc, qui a gagné. Et un peu le descendant des Leduc. Oui, un peu dans le même saut que ses descendants. Ouais. Puis oui, t'es là, Green Phantom. Fait qu'il n'y avait pas mettons, les gros noms indie. Mais il y avait quand même le mid-card indie très cool. Sur la scène québécoise. Fait que, parfait, j'aime ça. Et c'est Carl Leduc qui a gagné. Donc, félicitations à lui. Et par la suite, on tombait dans le vrai pre-show que lui était diffusé et qu'on va commencer de suite. Fait que, bref, mettons, là, je ferais un qui le fait mieux, un spectacle live entre TNA, WWE. Attends, ça me tente de le faire. Alors, qui le fait mieux? Un spectacle live en personne de l'année 2024 à peu près entre la TNA, la WWE et la All Elite Wrestling. Eh bien, je donne la palme de mon côté. Évidemment, la WWE, parce que la WWE, ils ont des expériences, sont excellents, ils ont un bon produit, c'est dans une grosse salle, ça a l'air grandiose, puis tu te retrouves comme quand tu étais un enfant. Mais en deuxième position, surprenamment, j'allais avec la TNA. J'ai l'impression que même s'ils ont moins de moyens, ils ont beaucoup plus d'expérience, ils ont été plus intelligents dans leur choix pour bien mousser le spectacle. Et en troisième position, malheureusement, la All Elite Wrestling, on sent un manque d'expérience de leur côté, un manque de compréhension de ce que c'est vendre un spectacle de lutte encore. Même si la lutte, le produit sur la scène est le fun, autour, ça manque encore. Fait que... Tu peux pas juste focuser sur ton produit, il faut d'autres choses autour, puis ils n'ont pas encore saisi ça. La personne qui est en charge n'a pas encore saisi ça. Exact. Puis louer le Centre Bell, c'est le fun, mais moi, je suis que j'irai à la Harley Wrestling la prochaine fois de venir. Peut-être venir dans une plus petite salle, que ce soit Verdun. Ou moi, je pense que la Place Belle à Laval, serait le bon chiffre pour la Harley Wrestling. Un bon 10 000 personnes, là, je pense que ça serait pas trop vide. Et remplissez ça avant de viser le Centre Bell parce que on veut être sur le même pied d'égalité que la WWE, mais on n'est pas encore là, malheureusement. Fait que visez un peu plus petit la prochaine fois que vous venez à Montréal. Fait que ça fait le tour de ça qui le fait mieux, Pierre. Et là, la carte principale maintenant du pre-show. Pre-show que j'ai quand même trouvé, tu sais, des matchs courts, mais beaucoup de matchs. Fait que là-dessus, ça ressemblait plus à la All Elite Wrestling donc que la WWE, ou qu'il n'y a juste pas de match dans le pre-show. Fait qu'on a commencé ça avec Tasha Steele, Fabi Apache, Giselle Shaw et Zia Brookside. Là, vraiment, disclaimer avant toute chose, là, moi et Pierre, on ne suit pas le produit de la TNA. Fait qu'on peut pas vous parler des storylines, on peut pas vous parler de quelque chose de grandiose, comment il construit les trucs. Fait que nous, on le regarde vraiment comme un spectacle de lutte, comme qui se rouvre et se ferme en lui-même. Qu'est-ce que j'ai compris? Évidemment, on comprend les codes de la lutte, mais on pourra pas être dans la subtilité de « Ah, cette personne-là a battu ça, fait que ça nous amène à une future feud. On comprend pas ça, nous, on n'a pas su pas ce produit-là. Fait que si jamais vous voulez ça, ben il y a probablement un autre podcast qui existe, qui suit un peu plus la TNA au jour le jour. Mais ce n'est pas notre cas. On va vous concentrer sur la lutte. Fait que ce match-là, écoute, c'était quatre dames. Ben, j'avais un peu vu Zia Brookside, mais les quatre autres, je connaissais un peu moins. Toi, tu les connaissais-tu plus? Giselle Shaw, oui. Puis Tasha Steele aussi un peu, justement, là, avec des clips que je vois de la TNA. T'es fan de lutte, on se tient toujours un peu au courant quand même. Puis on voit des clips passer. Fait que il y a juste Fabi Apache que je connaissais pas du tout, en fait. Donc, belle découverte. Les quatre ont été quand même un bon petit match. C'était un match à 4 chemins qui a duré 6 minutes 20. T'as pas le temps de développer grand-chose autre que on se tape dessus puis il y a une gagnante à la fin. Fait que... Puis c'est Tasha Steele qui a gagné. Je pense que c'était le bon choix à faire dans ce cas-là pour un pre-show. Je sais pas exactement si ça va apporter une histoire un peu plus loin au bout de tout ça. Mais bon petit match, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais moi aussi je trouve que ça commençait bien. Le spectacle, la foule également était très hype. Foule de Montréal, c'est dur de pas être hype là. Oui, mais c'est ça. Ça a bien commencé. Il me semble que j'ai même entendu des This is Awesome à travers ce match-là. Fait qu'il y avait un bon rythme de match. Bien apprécié ça, moi aussi. Bon, évidemment, il y a eu la fin, c'est comme un vol de pin. Fait que là-dessus,
je comprends pas les histoires, fait que je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ce non, rôle c'est de ça, pin-là. exactement. Donc, là-dessus, la personne qui a gagné était peut-être celle qui avait le moins bien paru à l'intérieur du match. Donc, là-dessus, je suis un peu surpris. J'aurais plus pris, je crois que c'était Shaw qui avait bien paru. Fait que, je me restais attendu que ce soit plus Giselle Shaw qui gagne. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Prochain match, on a eu Kushida contre Rich Swann. Et là, les deux, je les connaissais cette fois. Deux lutteurs qu'on connaît. Rich Swann que j'avais connu à la WWE. Kushida, de réputation. Puis il a fait des petites runs également ici là. Il a-t-il été à NXT également? Il est NXT, effectivement. Ouais. Fait que un bon match et Kushida qui arrive là de ce que j'ai compris c'était nouveau, là. C'était une nouvelle gimmick, mais moi à l'époque je savais pas, fait que là c'est un peu bizarre l'espèce de panier de fruits sur la tête, mais le reveal de il y a des espèces de tatous un peu partout là, des dessins d'en face là, ça lookait, ça avait l'air d'un personnage de Mortal Kombat, il avait l'air très cool et Rich Swann évidemment était jumelé à AJ Francis, fait qu'on comprenait tout de suite qui était un méchant à l'intérieur de ce match-là. On allait plus du côté du gentil Kushida. Fait que même, je suis pas les histoires, je comprenais clairement qu'il fallait que j'encourage dans ce match-là. Et court match, mais quand même, c'était le fun de voir Kushida live. Et Rich Swann a toujours été excellent. Fait que non, c'était un bon match que j'ai aimé, victoire de Rich Swann. Toi de ton côté? Ouais, mais même affaire. T'es un petit match encore une fois, mais Kushida, c'est dur de lui donner des mauvais matchs. Même Rick Swann qui a été au top de la carte à TNA il y a quelques années quand même. Fait que c'est deux très bons travailleurs qui sont capables de donner. Un Kushida, il aurait pu être sur n'importe quel match sur la carte principale, puis ça aurait été excellent. Fait que beau petit match, encore une fois, rien de plus à dire que les deux c'est des bons lutteurs qui se débrouillent bien. Ça, j'ai pas encore tout à fait compris. La nouvelle gimmick de Kushida, moi aussi. Habituellement, il y a plus une gimmick là, de retour vers le futur, le film, là, avec une petite jaquette et tout ça. Ouais, une gimmick que Sami Zayn lui-même avait à ses débuts, avant de disparaître pendant 10 ans et de revenir à la WWE. Fait que... bravo les gars, c'était un beau match. Je sais pas live comment tu l'as ressenti, l'énergie, tout ça, dans le pacing. C'est très bien. C'est également deux high flyers. Fait qu'on a eu beaucoup de sauts dans les cordes, entre autres. Là, un magnifique superplex Kushida qui l'applique à Swann, avec Swann qui a comme son bras pris là, en overboard. Fait que c'était super le fun. Puis là, quand il atterrit, il continue l'espèce de armbar pour ramener au tap-out. Mais je trouvais que c'était quand même impressionnant comme finisher de faire le superplex. Comme soumission, mais comme... en soumission ensuite. Là. Fait que c'était une belle transition. Fait que non, j'ai bien aimé moi également ce match-là. Le match que j'ai un petit peu moins apprécié, c'est le prochain dans le pre-show. Fait qu'on a eu c'était les championnes TNA Knockout Tag Team. Masha Slamovich et Alicia Edwards contre Spitfires. C'était le match un petit peu plus downant, un petit peu moins fort tant qu'à moi dans ce pre-show-là. C'était quand même... C'était pas mauvais, c'était pas dégueulasse, mais... C'était... on dirait qu'ils n'ont pas réussi à embarquer vraiment la foule dans le match. Le rythme aussi est un petit peu saccadé par moment. Ce qui fait que ça te sort un petit peu du match. Puis là, la carte arrive aussi. Fait que la plupart des gens en profitent pour aller faire leur dernière réserve avant le début du show. Fait que toute l'ambiance est comme... L'attention n'est pas tellement là à l'intérieur de la salle. Fait que un petit peu moins... ça a un peu raté sa cible pour ce match-là. Mais il n'était pas positionné dans une situation... facile non plus. Là, fait que, juste à peu près 15-20 minutes avant que le spectacle commence, c'est la dernière chance des gens pour aller chercher quelque chose à manger, aller à la salle de bain avant que ça commence. Fait que un match que j'ai trouvé un peu ordinaire, moi, de mon côté. Ouais, mais j'ai été un peu déçu de Masha Slamovich, qui habituellement est une bonne powerhouse qui est capable de passer au travers de n'importe qui. Puis ça a été un peu moins mis de l'avant dans ce match-là, de ce côté-là. Fait que un peu comme toi, un peu plus pétard mouillé un peu comme match. Fait que on reste encore un peu chaud. Fait que on essaye. On donne l'expérience à des lutteurs aussi de lutter sur ce genre de plateforme-là. Il faut nommer que c'est le plus gros événement que la TNA a fait dans le dernier 15 ans. Puis c'est le premier sold-out de cette envergure-là depuis le dernier 10 ans de la TNA. Ou à peu près, là, je garoche des dates des années, c'est à peu près ça. Là. Mais il faut dire qu'il y a certains lutteurs-lutteuses sur le roster qui n'ont peut-être jamais lutté devant une si grosse foule avec cette énergie-là. Fait que je pense que c'est bien de
peu importe le résultat, de garrocher du monde dans le ring, faire comme, là votre expérience, vous allez grandir comme lutteur aujourd'hui, fait que allez-y. Je pense que ça se reflète bien aussi dans ce qu'on a vu dans le main event. Je pense qu'on pourrait revenir quand on va être rendu là, mettez un gars comme Dolph Ziggler, comme Moose même, paraît peut-être mieux ou plus à l'aise dans ce genre de match-là, comparé à un Joe Hendry qui est extrêmement over, mais qui a peut-être moins d'expérience dans ce genre d'environnement-là. Je pense que ça a paru un peu, on y reviendra quand on sera dans le main event, mais ça a peut-être paru aussi, c'est peut-être une nervosité qui a été dans les deux équipes de filles pour ce match-là aussi. On a vu de nervosité, des fois ça fige ou ça rend moins fluide. C'est peut-être juste ça aussi. Fait que, mais j'ai aimé cependant j'ai aimé la fin cependant, très originale, de très méchante, de enrouler un peu la ceinture sur un turnbuckle du milieu, je crois, et faire un mouvement sur cette ceinture-là. Écoute, j'ai pas de souvenir d'avoir vu un enchaînement comme ça d'utilisation de ceinture de manière méchante. Bien fait. Ouais, je trouve ça bien fait. Je trouve ça aussi original. En tout cas, j'ai pas de souvenir d'avoir vu une utilisation comme ça. Puis ça permettait aussi de gagner puis de garder un peu l'aura des personnes qui ont perdu intact. Fait que là-dessus, ça, j'ai aimé le booking de la fin. Mais pour le reste, sinon. Et avant Eric Young, il y a eu notre ami Santino Marella. Je sais pas s'il est apparu. Il est-tu apparu aussi à la télé ou vous aviez un package vidéo? Il y avait le package, j'avais un... Ok, nous, Santino est arrivé. Me semble, honnêtement, le pre-show, je l'ai écouté tôt à matin, là, puis j'étais un peu dans les vapes, là, j'avais pas pris de café encore. Ok, ben Santino, avec un français quand même très bon, ah ouais? il est venu nous parler longtemps. Ben, tu sais, un bon 2-3 minutes en français. Il a pas juste enligné les classiques bonjour, merci. Là. Il a vraiment parlé en français. Il a dit qu'il a fait ses études il y a 25 ans à Montréal, 25-30 ans à Montréal. Que c'est pour ça que, puis on s'entend l'italien puis le français, c'est quand même deux langues latines, fait que c'est plus facile à parler, là, si on veut, que anglais versus français. Mais c'est un nom-là qui arrive, parle très bien français, cool. Over au bout, remercie les gens qui sont là et nous dit qu'il y a une surprise. Et cette surprise-là, ben, c'est le retour d'un des originals de la TNA, Eric Young, qui arrive avec, je crois, un nouveau personnage, une espèce de casque, tout ça. Non, ce masque-là, ça faisait. Il avait déjà. Ok, il l'avait déjà. Il l'avait déjà, ouais. Mais il arrive avec un logo, genre de logo modifié du Canadien sur le dessus. Ouais, et là, ça a mis la foule très over. On a fait les olé pour, parce qu'il y avait un logo du Canadien. On prenait pour le Canadien, évidemment, à ce moment-là. Et il se prenait contre Hammerstone. Et là, ça, choix spécial pour un retour. Parce que là, il restait 5 minutes, 5-6 minutes. Là, au il fallait que ce soit un squash, pas d'autre choix. Puis là, j'étais comme, comment ils vont faire pour squasher ce gros monsieur-là? Ah, c'est gros monsieur, là. Gros monsieur, puis en plus, dans le match, il est impressionnant. C'est plus lui qui a l'offensive. Puis j'étais comme, il est bien meilleur qu'Eric Young. Pourquoi il a l'expérience, mais il a plus. Le corps est. C'est plus facile que ça a déjà été. C'est plus aussi fluide que ça a déjà été pour M. Young. Il est plus young. Ouais. Mais Tabarouette, il était impressionnant. Hammerstone, moi, j'aurais peut-être plus fait gagner lui, même si, bon, c'était le retour là, de l'autre côté. Il y a entre autres un mouvement là, qui est le fun où il fait un peu comme un Andrade là, sur la corde, puis il pose, mais en mettant le pied dans la face de son adversaire. Je trouvais que ça lookait bien. Également, un moment donné, il envoie comme un peu à la Obafemi, super héros dans les airs. Eric Young, j'étais comme une grosse. Il est très fort, le monsieur. Un genre de Brock Lesnar, mais plus fait sur le long plutôt que sur le large. Que tu lâches. Fait que, ouais, écoute, c'est Eric Young qui s'en sort un peu avec la victoire à l'arraché dans ce match-là. Mais ça hypait bien. Puis là, on nous promettait beaucoup de surprises. Puis là, Eric Young était un peu une première surprise dans cette carte-là qui n'était pas annoncée. Mais on dirait que ça mettait bien la table pour vendre ce qui suivait. C'était à la maison. C'était comme, oh, il nous amène déjà un pre-show de surprise. Qu'est-ce qu'il va avoir sur la carte principale? Moi, j'étais titillé. Ça a été moyen, mais à ce moment-là, j'étais titillé. À ce moment-là, oui. Je suis d'accord. Moi, j'imaginais un genre de... Tu sais, parce que là, la Forbidden Door est ouverte là, entre NXT puis la WWE. Puis là, moi, j'étais comme... Est-ce qu'un El Generico va venir aider PCO? J'étais dans mes folies dans ma tête. Crissement pas, c'est pas ça qui s'est passé. Non, ben moi, j'espérais même un AJ Styles qu'on a donné. Une légende de la TNA, là. Exact. Et, je pense qu'il est même rentré au Hall of Fame de la TNA. Mais
ouais, on dirait que j'étais comme, ils vont nous sortir un truc gros comme ça. C'est déjà dans le pre-show, ils nous mettent des choses. Mais non. Finalement, non. Il y a quand même eu des belles surprises qui sont arrivées, des originals beaucoup. Mais pas si haut. Fait que ça fait le tour un peu de ce pre-show-là. Yep. Qui était correct, bon, quand même. Correct, bon. Ça a bien moussé. Moi, j'ai trouvé ce qui s'en venait. Ça nous a mis dedans. Puis, ouais, j'ai appris ça tout de ton bord. Mais tu sais, la TNA, c'est un peu ça, puis ça reflète bien le pre-show et la carte principale. La TNA, c'est soit très bon, soit très moyen. Il n'y a comme pas de milieu. Fait que je pense que ça a toujours été ça, là, parce que la TNA, c'est du monde qui arrive des indies, qui ont soit un peu d'expérience, beaucoup d'expérience, peu importe, qui réussissent à se développer là-dedans. Fait que il y a comme pas. Il y a un milieu, mais il est comme moins clair que des fois la WWE ou même l'All Elite. Là. Fait que soit c'est très bon, soit c'est vraiment très normal. Je pense que ça reflète bien. Par contre, il n'y a pas eu de mauvais matchs sur la carte principale. Il n'y en a pas vraiment eu. Il y a eu des cartes, des matchs qui étaient peut-être moi j'ai peut-être moins accroché. Mais la lutte comme telle était très très bonne. Puis on a commencé avec un match par équipe. C'était ABC, donc Ace, Austin et